On passe l'agrégation une fois, on est reçu, et hop, ça signifie rien, quoi. Il faut vraiment vivre de tout de l'intérieur, avoir une vision cubiste de l'agrégation. Donc nous avons cette chance et regardez les... Bon, donc fort de cette précision, il va falloir répondre à la question de savoir si l'agrégation de droit privé, en tout cas, n'est pas un obstacle à la dénationalisation de l'enseignement du droit comme conséquence d'une dénationalisation du contenu du droit. On peut envisager la manière de répondre suivant deux points de vue. D'abord la question du déroulement du concours et ensuite... C'est pas le déroulement du concours qui fait peut-être problème du point de vue du droit privé, en tout cas, c'est l'esprit du corps des agrégés de droit privé en général et peut-être de droit civil en particulier. Je continue là, Monsieur le Président. Ça risque pas de déraper trop vite. Bon, alors donc j'ai l'habitude, Jean-Pierre, mais comme je ne te crois pas, comme je te le dirai dans un instant sur ce point, sur l'esprit de corps. Le déroulement du concours. Pascal a évoqué les épreuves, je n'y reviendrai pas, sauf à observer qu'en droit privé, il n'y a pas de spécialité droit communautaire ou européen parmi les matières à option. C'est déjà une différence. Il y a quand même une différence entre les deux concours. Moi, je connais les deux, donc je vais faire part de mon expérience. En droit public, il y a beaucoup plus de choix, et notamment, il y a un choix dès la première épreuve. Alors qu'en droit privé, la première épreuve, la première leçon en loge, c'est un programme assez général qui comprend la théorie générale des obligations et des preuves et les sources. Alors les sources, évidemment, il peut y avoir les sources internationales, mais ce n'est pas forcément systématiquement le cas. Donc il y a une espèce de barrière en droit privé à l'ouverture sur les droits étrangers et même sur les sources internationales applicables. Donc il y a déjà cet obstacle-là. Il y a aussi peut-être pour les deux concours la question qui n'a pas été abordée, qui est celle de la leçon en 24 heures. Quand j'étais dans le jury présidé par Jean-Claude Gautron, j'avais participé pendant le concours à un colloque à Montpellier où j'avais fait la connaissance de Françoise Dulkens, qui était juge à la Cour européenne des droits de l'homme et que vous connaissez sûrement. Et elle m'a demandé ce que je faisais, d'où je venais, et je lui ai expliqué et je lui ai parlé du concours de l'agrégation. Et elle m'a dit, mais la leçon en 24 heures, c'est un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention. Et comme je ne la connaissais pas, je n'ai jamais su si c'était, ou plutôt j'ai su il y a 2 mois, si c'était au premier ou au second degré. Et dans son esprit, c'est bien au premier degré qu'il fallait l'entendre. Donc c'est une manière de nous isoler du reste et de nous nationaliser. Donc il y a cette question. Et puis la composition des équipes, ça oblige à rester un peu entre gens qu'on connaît, entre soi. C'est la régionalisation et non pas la nationalisation du concours national qui est un petit peu à l'œuvre. Mais bon, ça vaut. Moi je parle en tant que Limougeot. Hein. Et ben, en tant que Limougeot, c'est pas facile de trouver. Parce qu'en droit privé, il faut plus d'équipiers qu'en droit public. Parce qu'en droit public, la leçon en 24 heures, c'est une matière choisie aussi. Alors qu'en droit privé, c'est n'importe quoi, n'importe quelle matière. Donc il faut un spécialiste de droit rural, un spécialiste de... on ne sait jamais. Si, c'est... Le droit rural, en Limousin, c'est très important. Bon. À Bordeaux, c'est le droit colonial, nous, c'est le droit rural. Pardon. Ah non. Ah non, mais mes collègues... Mes collègues Limougeot qui animaient l'IEJ, qui a été rattaché à Bordeaux il y a 7
ou 8 ans, je crois, eh bien, ils ont été reçus dans des conditions qui étaient, je crois que ça a changé un petit peu, mais d'après ce qu'il m'expliquait, pour les délibérations, il fallait d'abord l'opinion des professeurs et maîtres de conférences bordelais, ensuite l'opinion de la secrétaire de la formation, et ensuite l'opinion des collègues limougeaux. Ce qui fait que certains se disaient, si on doit collaborer de plus en plus souvent avec Bordeaux, il va peut-être falloir se replonger dans des manuels de droit colonial. Non, mais nous, on a la Creuse, en Limousin, dans le temps. Je n'aime pas moquer non plus. Bien, donc, voilà un peu pour l'organisation des épreuves. Il y a aussi la composition du jury et la personnalité des présidents. En droit public, c'est pas tout à fait le même concours lorsqu'il est présidé par un Jean-Claude Gautron ou lorsqu'il est présidé par un Didier Truchet qui me avouait avec beaucoup d'assurance et de satisfaction il y a un an à peu près, lors d'un colloque à Clermont-Ferrand, qu'il était fier de ne pas avoir lu 3 arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans sa vie. Donc ça crée des petites nuances. Et en droit privé, c'est un petit peu pareil aussi. C'est pas tout à fait la même chose, un concours présidé par Michel Grimaldi, qui était le premier à avoir vu que l'arrêt Inze contre Autriche devait faire tomber la législation sur les enfants adultérins, ou un concours présidé par Yves Lequette ou par Jacques Foyer. Jacques Foyer qui, dans des mélanges gois, il y a quelques années, avait écrit un article où il tirait à boulet rouge sur la Cour européenne des droits de l'homme, à la Cour de Strasbourg, puis après, comme ça, il faut éviter les répétitions, mais en droit privé comme en droit public, c'était devenu la Cour de Luxembourg, et pour finir, c'était la Cour de Bruxelles. Parce que c'était... Mais ça ne l'a pas empêché d'agréger Adeline Goutte-Noire, qui est, comme vous le savez tous, la grande prêtresse des droits de l'homme, surtout quand ils sont enfants, mais même quand ils ne le sont plus. Donc il peut y avoir des résistances qui apparaissent déjà à partir du président du concours. Et puis il peut y avoir des aménagements par la composition du jury. Et en droit privé, il y a eu un événement, c'est que parmi les extérieurs à la discipline, une année, c'était le concours présidé par Jean-Louis Bergel. C'est bien Jean-Louis, j'ai toujours du mal avec les prénoms. Moi-même, je ne sais plus trop comment. Et il y avait dans Jean-François Floss, qui était un des 3. Mais bon, à part ces petits ajustements-là, il n'y a pas beaucoup d'efforts pour que les candidats qui connaissent bien les droits, les sources internationales applicables en France puissent s'épanouir. Mais bon, c'est pas ça peut s'aménager, ça peut s'arranger. C'est peut-être pas si grave que ça. Mais où ça devient peut-être plus grave, c'est à propos, ensuite, c'est l'esprit de corps des agrégés de droit privé. Il n'y a pas d'esprit de corps des agrégés ? Non, malheureusement. Mais moi, je considère qu'il y a un esprit de corps des agrégés de droit privé. Et cet esprit de corps des agrégés de droit privé a une fonction tout à fait précise, qui est de défendre la pureté du droit français, et du droit civil français en particulier, contre le droit venu d'ailleurs, qui n'a ni passé ni territoire, comme avait dit le doyen Jean Carbonnier. Il y a une espèce de mission collective. Alors, tous les agrégés de droit privé ne sont pas de ce genre-là, mais il y a un esprit de résistance farouche. Un exemple flagrant que vous connaissez tous,
ou que vous avez connu, vous l'avez peut-être oublié, mais je crois qu'il faut le rappeler. C'était en 2006, dans l'édition générale du JCP, il y avait une bande d'agrégés de droit privé qui avait adressé une lettre ouverte au président de la République pour dénoncer une initiative de la Commission de Bruxelles qui voulait établir un règlement sur la détermination de la loi applicable au contrat, je crois. Eh bien, ces professeurs agrégés de droit privé avaient écrit qu'ils ne pouvaient plus se résoudre à se déshonorer dans leurs écrits comme dans leurs enseignements, en affectant de tenir pour du droit ce qui n'en est manifestement pas. Ben, c'est pas si vieux, hein, de 2006, ça fait... Ah bon, il y avait eu une réplique d'autres agrégés de droit privé qui s'étaient inscrits en faux, mais c'est la grève de la prise en compte des sources internationales du droit privé, c'est quand même pas rien. Ça, pour moi, ça... Et ben, je crois que ça a continué depuis. Alors pourquoi tant de haine ? Alors je crois qu'il y a deux raisons. Une raison qui est noble, qui est la défense du génie du droit français, et une raison qui est peut-être un peu moins noble et qu'il ne faut pas hésiter à appeler la paresse intellectuelle. D'abord, la défense du génie du droit français et principalement du droit civil. Il y a eu un moment d'effervescence au moment du bicentenaire du Code civil. Le Code civil, c'est le chef-d'œuvre universel. C'est le chef-d'œuvre maçonnique valable pour la terre entière. Et donc, il y avait eu des festivités intéressantes et prestigieuses. Et à cette occasion, Jean Foyer, le frère de l'autre, dont on connaît l'action en tant que garde des Sceaux du général de Gaulle, avait profité de l'occasion pour demander à la France de dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme. Et vous aurez observé, dans le même ordre d'idées, qu'au mois de juin ou au mois de mai, un groupe qui ne s'appelait pas encore les Républicains, je crois que chaque parti politique a le droit de faire discuter 2 ou 3 propositions, c'est bien ça, par session. Enfin bref, le parti en question avait déposé une proposition de loi tendant à inviter le gouvernement à prendre contact avec les autres gouvernements des États membres du Conseil de l'Europe pour diminuer l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça date d'il n'y a pas très longtemps. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire qui avait été relevé par Henri Labaille. Je crois que cette proposition avait été présentée par le député Pierre Lelouch. Et donc, avec des arguments et les arrêts sur la garde à vue et on fait plus ce qu'on veut et c'est une honte. Et un député qui devait être de la majorité, bon, je vais vous répondre. Et en répondant, il avait lu un texte tout à fait dithyrambique en faveur de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce texte avait été prononcé par monsieur Pierre Lelouch lorsqu'il était secrétaire d'État aux affaires européennes. Ce qui fait que sur ces questions-là, il y a des risques d'instrumentalisation, de changement et c'est assez... En tout cas, le fer de lance de la contestation se trouve du côté des agrégés de droit privé. Et puis les plus prestigieux, les plus anciens. Le doyen Carbonnier. Moi, quand je parle du doyen Carbonnier, je suis toujours un petit peu gêné parce que du point de vue de la généalogie universitaire, j'en suis en quelque sorte le petit-fils, puisque j'ai fait ma thèse avec le regretté Claude Lombois, qui avait fait lui-même sa thèse sous la direction de Jean Carbonnier. Et donc, mon maître m'avait transmis toute la pensée de Jean Carbonnier. J'ai été baigné, illuminé par tout ce que Jean Carbonnier avait pu lire ou écrire. Et bien, un jour, j'ai eu un grand choc, et j'en parle toujours avec une émotion qui n'est pas feinte, dans les mélanges terrés. Il avait écrit cet homme, qui était l'ouverture d'esprit incarnée, avait écrit, vous pourrez aller vérifier,
C'est un texte qui s'appelle « L'avenir d'un passé », où il relate de manière somptueuse toute l'évolution du droit civil au cours du XXe siècle. Et il a écrit « Ce siècle a connu 3 tragédies. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre, grande aussi et mondiale encore, et mon 3e tremblement de terre s'appelle l'Europe. » Eh bien, ça fait quelque chose, hein. Jean Carbonnier. Et c'est lui qui avait écrit la Cour européenne des droits de l'homme, qu'elle était manifestement sortie de son lit. Le problème, c'est qu'on ne savait pas trop comment l'y faire rentrer. Et bien, tout ça, ça a été repris par d'autres, notamment par le doyen Cornu, un autre Poitevin, que je voudrais citer aussi, s'il me reste 2 ou 3 minutes. Qu'écrivait-il, le doyen Cornu, dans la 10e édition de son précis sur l'introduction les personnes et les biens? Il disait qu'il fallait se défier d'une jurisprudence incontrôlable qui travaille au mépris du génie du droit français, de celui du droit civil en particulier, et il regrettait l'existence de trop de laudateurs aveugles de la machinerie qui défonce notre système juridique et fausse nos institutions. Et donc les laudateurs de la jurisprudence de la Cour européenne, en France, on est peut-être combien d'agrégés de droit privé à connaître un peu le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Bon, il y a Adeline Goutte-Noir, il y a Judith Rochefeld, il y a Jean-Sylvain. Bon, on peut arriver à la dizaine, mais encore. Et bien, ces laudateurs trop nombreux de la Cour européenne des droits de l'homme, certains se sont efforcés de leur couper la parole. Par exemple, l'éminent professeur François Terré, membre de l'Institut, qui écrivait quelque part qu'il en appelait à une réponse collective destinée à réduire à plus de discrétion ces encombrants laudateurs qui agacent par les répétitions inlassables de leurs agressions verbales ou écrites lors des colloques ou dans les colonnes des revues, en cédant aux réflexes de spécialistes prompts à vanter leurs marchandises et à étendre leurs fonds de commerce, tous êtres confondus, humains ou animaux. Je ne sais pas ce que les animaux venaient faire là, enfin j'ai une petite idée. Et donc cette organisation collective a échoué provisoirement, peut-être, mais lamentablement, le 15 juin 2011 devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Mais bon, il y a toujours l'esprit de corps qui est là. Et alors, mais c'est l'esprit de... Moi, j'ai dit l'esprit de corps parce que je suis bien élevé. Oui, le corporatisme. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est bizarre. En tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup parce que ça fait un petit peu de tension. Et alors, il y a l'autre raison qui est, je crois, la paresse intellectuelle. Je crois qu'il y a parmi vous beaucoup d'étudiants qui sont venus de Poitiers. Ah ben oui, ils sont pas tous là, ils sont plus nombreux. Mais les Poitevins doivent lire absolument, je crois, René Savatier et les Métamorphoses, où il écrivait que le juriste était conservateur par définition et que c'était au nom de l'humanisme parce qu'il faut préserver contre des changements intempestifs les bouleversements trop hâtifs et trop inconsidérés, mais il avait la malice de faire remarquer qu'il y avait aussi peut-être de la paresse intellectuelle, que de toujours remettre en cause des acquis, c'était fatigant. Et on a des exemples de paresse intellectuelle puisqu'on est à Bordeaux, je pourrais citer... Non. Eh bien, je vais donc citer... voulez-vous que je donne le nom de Philippe Comte?
Christophe Saint-Pau est parti, mais... Eh bien, donc j'ai trouvé... Le représentant. Où est-ce que c'est? Non, ça, il faut que je le retrouve absolument, parce que c'est trop bien. Voilà, il avait donné une interview aux étudiants du Petit Juriste, je ne sais pas si vous connaissez, et il a expliqué le 1er mars 2011 que les juges qui composent la Cour européenne des droits de l'homme ne sont élus par personne. Moi, il n'a pas relu l'interview parce que les journalistes ou les petits, ils sont toujours... moi, je suis très ému d'avoir été contacté il y a un peu plus d'1 an par une journaliste du Monde à propos de la modification du Code civil sur les animaux. Et monsieur le professeur, que pensez-vous de... J'ai dit, mais madame, j'en pense rien, parce que ça n'a été voté qu'à la sauvette en première lecture. On ne sait jamais ce qui va advenir. Peut-être que le Sénat ne va pas voter dans les mêmes termes. Et puis, de toute façon, il resterait toujours l'hypothèse d'une saisine du Conseil constitutionnel, parce que cavalier législatif. Et quand j'avais parlé du Conseil constitutionnel, cette journaliste du Monde... Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Non, personne ne croit, mais je le raconte. Du quoi? Non, mais ça donne une idée de l'infini. Hein. Donc, j'avais été interviewé aussi par une journaliste de je ne sais pas où sur l'affaire Vincent Lambert. Et donc, j'avais bien compris comment ça fonctionnait. Ce que j'avais expliqué très clairement. La journaliste se l'était appropriée et personne ne pouvait deviner que c'est moi qui lui avais soufflé. Lorsqu'elle n'avait pas bien compris ce que je lui disais, elle a mis entre guillemets. Ce qui fait qu'entre guillemets, elle m'avait fait dire que la Cour européenne des droits de l'homme ne rendait que des avis. Donc, là, je suis resté 6 mois cloîtré parce que j'avais honte. Donc je pense que c'est ce qui est arrivé à Philippe Comte. Parce que Philippe Comte ne peut pas écrire que les juges à la Cour européenne des droits de l'homme ne sont élus par personne. Il sait très bien qu'ils sont élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui est composée d'émanations des parlements nationaux qui procèdent du suffrage presque universel, à part les sénateurs français, ce qui fait que les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ont peut-être une légitimité démocratique presque aussi forte que celle des sénateurs français. Bon, bref, il peut pas avoir écrit ça. Moi, je ne... C'est pas de la paresse intellectuelle dans son cas. Non, c'est une inadvertance, c'est une trahison par les petits journalistes, mais c'est pas possible. On est bien d'accord. Ah, moi, je pense que Philippe Comte n'est pas capable de paresse intellectuelle. C'est la dernière oui, personne. donc il s'est... Il en est convaincu. Mais il faut lui faire voir comment c'est... Pour en discuter, mais c'est écrit, hein, c'est comme ça. Les talents de légitimité étant les sénateurs français, je pense que... Il est pas... Il veut... le Sénat, c'est fini là, pour lui. On verra bien. Bien, mais il y a d'autres cas qui sont plus inquiétants. Il y a pas mal d'agrégés de droit privé qui se désintéressaient complètement de la Cour européenne des droits de l'homme et qui un jour, stupeur, ont vu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme frapper de plein fouet leur discipline. Et alors là, ils se lancent dans... Quand on lit un premier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un métier hein, de lire des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Quelquefois, je taquine un peu mes collègues constitutionnalistes qui, avec la QPC, ça a été quelque chose d'extraordinairement harassant. Ils avaient leurs 12-15 décisions par an sur le fondement de l'article 61. Et puis la QPC, une année, on est arrivé même à 110, hein, à laquelle il fallait ajouter les 15. Et bien alors là, ils étaient débordés, ils n'en pouvaient plus, ils ont enfin compris ce que c'était que de travailler à plein temps. Mais pas un mot pour les européanistes qui, eux, ont affaire à peu près 1000 arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme par an. Donc, le droit, c'est pas du contentieux, mais justement, le droit tel que le fait la Cour européenne des droits de l'homme, ça oblige à renouveler nos manières de penser et notamment à intégrer peut-être les faits et le contexte davantage que ne le faisait jusqu'alors la Cour de cassation, ce qui donne lieu à un débat assez mouvementé. Donc,
c'est pas lorsqu'on découvre en premier arrêt, la première fois, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'on va pouvoir comprendre comment ça fait. Oh, c'est trop long, ces arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, c'est trop long, oui, sauf qu'il y a déjà un avantage, c'est qu'on sait toujours qui dit quoi. Alors que pour la Cour de cassation, on ne sait pas, un justiciable qui recevrait par courrier le matin à 10h par la poste l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, à 6h du soir tout seul, il n'a toujours pas compris s'il a gagné ou perdu. Moi, ça ne se passe pas comme ça, mais ça pourrait. Donc, on ne peut pas trop s'improviser européaniste, hein. Il faut y réfléchir. Et donc, il y a beaucoup de collègues qui ont délivré des sentences définitives après avoir lu la moitié d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Puis il y a peut-être plus grave pour l'avenir de l'agrégation de droit privé. Bon, vous connaissez tous l'adage, tant que vous n'êtes pas agrégé, ce que vous écrivez, ce que vous dites, ce sont des bêtises. Si vous êtes agrégé, c'est une opinion doctrinale. Et je crois que, comme pour apprendre à comprendre comment ça fonctionne, la mécanisme de la Cour européenne des droits de l'homme, il faut s'y plonger, et puis ça ne se fait pas en une semaine. Eh bien, il y a une tendance qui consiste à esquiver la difficulté, à se draper dans sa dignité d'agrégé de droit privé. Moi, je suis agrégé, pas de droit public, hein, parce que le droit privé, c'est la section 0,1 quand même. Et beaucoup d'agrégés de droit privé, ils sont très sensibles. Donc, je me drape dans ma dignité de droit privé, je prends le ton le plus supérieur qui soit, et je délivre des appréciations tout à fait approximatives sur le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y en a qui ne voient pas la distinction entre le rappel des éléments pertinents et le raisonnement de la Cour. Et s'ils ont vu passer quelque chose dans les éléments pertinents que la Cour ne reprend pas à son compte, la Cour approprie ceci. Et c'est un vrai problème parce que ça peut mettre en cause la crédibilité du concours d'agrégation s'il y a trop de gens qui se drapent dans leur dignité d'agrégé pour écrire absolument tout et n'importe quoi sur quelque chose qu'ils n'ont pas pris la peine de maîtriser. Donc, mais bon, ça va changer grâce aux maîtres de conférences et aux doctorants qui vont devenir professeurs à condition qu'ils ne se mettent pas en tête que pour devenir professeur de droit privé, il faut absolument faire du nationalisme exacerbé. Et pour les aider à sortir de cette logique destructive, 3 éléments pour terminer. La première, c'est de bien considérer que le doyen Carbonnier n'a probablement jamais rien cherché sur Internet. La deuxième, et ça j'en suis absolument sûr, c'est que Portalis n'a jamais pris l'avion. Et si on considère un peu, ça peut changer beaucoup du point de vue de la dénationalisation du droit et de l'enseignement du droit. Et la troisième et dernière, c'est une occasion que je ne manque jamais de rappeler, c'est que René Cassin, le père de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le premier président de la Cour européenne des droits de l'homme, était agrégé de droit privé pour avoir soutenu en 1914 une thèse sur l'exception non handibleti contractus. C'était tout. Ah oui, non, mais bien sûr. Merci, tu es pas venu de Limoges pour rien. Mais je vais vite repartir. Non, je te rassure. Alors juste sur la Cour européenne des droits de l'homme, les gens qui ne connaissent pas Jean-Pierre Marguenot savent qu'il exprime toujours son opinion avec force et conviction. Moi j'ai envie de te dire, c'est vraiment mon sentiment personnel, sur ce que Jean Combaco avait écrit il y a de nombreuses années à Louis Favoreux. Et à propos du droit constitutionnel et de l'attitude qui était de Louis Favoreux à l'égard du droit constitutionnel dans les années 80-85, c'est une lettre dont j'ai conservé une copie que je garde à ta disposition. Et Combaco écrivant à Favoreux, mais écoutez, maintenant il faut arrêter, il faut passer à autre chose. Vous avez entre guillemets gagné et il faut sortir. J'ai bien retenu cette expression que je trouvais très, très chouette. C'était la belle plume de Combaco, à une époque où les gens s'écrivaient. Il faut sortir de cette mentalité de chrétien des catacombes.
bon, c'était à la Jean Combaco, hein, c'était plus ou moins aimable, mais ça avait le mérite de la franchise. Franchement, sur la Cour européenne des droits de l'homme, les exemples que tu as cités, terrés au foyer, enfin bon, c'est fini, j'espère. Enfin, si je peux dire, on est quand même passé à autre chose. Il y a une banalisation, enfin en tout cas en droit public, les uns et les autres, on dit parfois du mal, un peu, pas trop, mais voilà, c'est intégré avec les limites de ce contentieux. Non, c'est vrai pour les pénalistes, c'est vrai pour les processualistes depuis déjà bien longtemps, ce n'est pas vrai pour les civilistes et les DIPistes. En tout cas, d'après ce que et même parmi les plus jeunes. Non, je crois que c'est pas passé. Hein, mais je crois même que c'est. Oui, mais il y a la question. Il y a les questions politiques, il y a les questions techniques. Et je crois qu'il ne faut pas mélanger les deux. Je ne vais pas ouvrir le débat. Je me tourne vers Marie-Claire, parce que j'ai fait une petite bêtise. Jorg ne m'en voudra pas. J'ai interverti. Vous avez remarqué les ordres d'intervention. Il ne faudra pas qu'on recommence après. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Que veux-tu qu'on fasse, Marie-Claire? Est-ce que tu veux qu'on organise un débat après, hein, c'est mieux. C'est pas un papier. On va te laisser parler, Jorg. Jorg Gondel, qui est professeur à l'université de Bayreuth et qui va nous parler donc de la question de l'examen d'État en Allemagne comme obstacle ou pas à la dénationalisation. Et ensuite, on organisera un débat sur l'ensemble des interventions. Excuse-moi, Jorg, hein, encore une fois. La pétition qui a été signée, qui a été initiative pour l'invitation à Bordeaux, c'est toujours un plaisir pour moi. Je ne sais pas, le micro marche ou... Oui, ça va. C'est toujours un plaisir pour moi de retourner à Bordeaux. Maintenant, mon intervention, ça va être plus technique, je crains, et moins avec des noms français, mais j'essaie de vous donner une idée des études en Allemagne et là, sur la question si ça constitue un obstacle à la dénationalisation. Bon, je vous ai préparé un petit plan, j'espère que tout le monde en a un exemplaire, justement pour vous montrer l'ordre de raisonnement. D'abord, l'idée d'une dénationalisation de l'enseignement du droit est à première vue séduisante. C'est la vision que les étudiants pourraient acquérir à long terme, la capacité de travailler dans plusieurs systèmes juridiques. Les études de droit seraient ainsi libérées des chaînes des systèmes nationaux qui caractérisent les études et la pratique du droit depuis la formation des États-nations. La réalité est pour le moment un peu différente. Il y a bien sûr des domaines où la mondialisation a laissé ses traces. C'est par exemple les contrats du commerce international qui sont, semble-t-il, dans le monde entier dirigés par la pratique anglo-américaine. On en a parlé tout à l'heure. Il y a des matières comme le droit international public qui ont la vocation à avoir le même sens partout. Il y a le droit international privé qui n'a pas le même sens partout, mais qui suit la même logique un peu partout. Et il y a surtout des régions ou des matières à forte harmonisation régionale, ce qui est surtout vrai pour l'Europe avec les lois de transposition des directives nationales qui peuvent diverger dans les détails, mais qui, dans les grandes lignes, ont le même sens partout, un contenu identique. Mais il y a des limites, même en Europe, on l'a évoqué justement, les grandes parties du droit restent empreintes par des traditions nationales. Pour s'en convaincre, il suffit d'étudier et de comparer les droits publics allemands et français. Ce sont les droits des deux pays voisins avec des échanges intensifs. On peut bien sûr trouver des influences réciproques, des institutions qui ont été reprises de l'un ou de l'autre côté. Mais dans l'ensemble, on pourra en discuter avec Pascal Gounod, les systèmes restent très différents et l'accès à la logique intrinsèque du système voisin n'est pas une chose aisée. Cet état de choses pour les études de droit et les professions juridiques qui s'y attachent est reflété par l'harmonisation européenne en la matière, c'est-à-dire l'harmonisation de la formation professionnelle des juristes. Malgré toute l'harmonisation du droit matériel,
les systèmes nationaux de formation juridique restent intacts et la reconnaissance mutuelle des qualifications est beaucoup en retrait par rapport aux autres formations professionnelles, par exemple médecine ou sciences naturelles. Bien sûr, la liberté d'établissement et l'article 4, alinéa 3 du traité sur l'Union européenne obligent les États membres à prendre en considération des examens qui ont été passés dans un autre État membre. Mais c'est seulement une prise en considération, ce n'est pas une reconnaissance mutuelle, pas une reconnaissance automatique. Même les droits dérivés qui existent pour la reconnaissance mutuelle de la profession d'avocat réservent la possibilité d'un examen d'aptitude dans l'état d'accueil. Alors il n'y a pas de reconnaissance mutuelle dans cette matière, et pour cause, parce que c'est en effet le droit national joue un rôle important. Mais pour venir dans le cœur de mon sujet, pour regarder l'objet de ma contribution, l'examen d'État allemand, qu'est-ce que c'est? En effet, les études de droit en Allemagne sont couronnées par 2 examens d'État. Le premier examen a lieu à la fin des études universitaires. Alors c'est un examen d'État, je vais expliquer ça tout de suite, à la fin des études universitaires. Et le deuxième examen, également un examen d'État, suit après une formation supplémentaire d'environ 2 ans, qui est organisée non pas par les universités, mais par les services de justice des Länder. Alors c'est dans l'administration. Et c'est à cause de cette structure particulière qui est fixée au niveau fédéral par la loi sur la magistrature, que les études juridiques en Allemagne ont échappé aux réformes de Bologne. C'est toujours intact. Bon, pour le premier examen, qui est peut-être pour vous le plus intéressant, on peut constater 2 particularités qui distinguent les études du droit de la plupart des autres matières qui sont enseignées dans les universités allemandes. Primo, il porte sur l'ensemble des études antérieures dans les 3 branches du droit allemand. C'est droit civil, droit public, droit pénal, qui est une matière à part en Allemagne. Il n'y a aucune possibilité de réduire les matières par la voie d'examen partiel, par la voie d'examen annuel. Alors les étudiants, ils n'ont pas de droit d'oublier des matières et de laisser de côté. En contrepartie, l'examen ne porte pas sur des connaissances que les étudiants auraient appris par cœur. C'est logique parce qu'il est impossible de garder en mémoire les détails d'une matière pendant 3 ou 4 ans. Maximum, c'est 1 an. Mais cet examen il sert à vérifier si les étudiants ont compris la logique du système. Si c'est le cas, s'ils ont entré dans le système, ça leur permet, cette compréhension leur permettra de résoudre les cas pratiques qui leur sont présentés lors de l'examen d'État avec l'aide du code de législation. Alors, il ne faut pas apprendre par cœur le contenu des lois, les textes sont admis, mais il faut, à partir des textes, résoudre des cas pratiques. Le contenu exact des épreuves varie un peu dans les Länder concernés. Le noyau dur commun dans les Länder, ce sont les épreuves écrites, normalement d'une durée de 5 heures chacune, qui consiste en la solution d'un cas pratique. Alors en Bavière, par exemple, il y a actuellement 7 épreuves écrites à passer en bloc à la fin des études pendant 2 semaines. 4 épreuves écrites en droit civil, 1 en droit pénal, 2 en droit public. Et dans d'autres Länder, c'est un peu différent. Il y a la possibilité, il y a une pause entre les épreuves de droit de plusieurs mois entre droit civil et les autres matières. Bon, ceux qui ont réussi, qui ont passé la partie écrite, sont admis à l'examen oral, qui porte encore une fois sur les 3 branches du droit allemand. Deuxième particularité que j'ai déjà évoquée, l'organisation de l'examen d'État n'est pas dans la main des universités, mais des services de la justice du land concerné. C'est pourquoi on parle d'examen d'État, ce n'est pas un examen universitaire. Néanmoins, des professeurs participent à la correction
des épreuves écrites et à l'examen oral. Chaque épreuve écrite est corrigée et notée indépendamment par 2 personnes. Normalement, c'est un professeur et un praticien du droit, alors un magistrat, un fonctionnaire ou un avocat. L'examen oral, c'est attribué à un jury qui comprend également au minimum un professeur. Alors, l'université est présente, mais elle ne dirige pas l'affaire. Pour être précis et exhaustif à cet égard, il faut encore mentionner que la dernière réforme du système, qui est intervenue en 2006, a établi, elle a scindé l'affaire un peu en 2. Il y a maintenant 2 examens parallèles. Il y a une partie de l'examen qui comprend les matières à option, qui présentent 30% du résultat du premier examen. Et ça a été mis dans les mains de l'université maintenant, alors la formation optionnelle. Alors, le certificat du premier examen qu'on reçoit après, c'est aujourd'hui un certificat composé. Il y a la partie étatique, 70%, ce sont les épreuves écrites et l'oral, et 30% pour l'examen universitaire qui est dans les mains des universités. Enfin, après ce survol, il faut admettre qu'il s'agit d'un système qui ne manque pas de cruauté. Il y a des taux d'échec au premier examen qui varient entre 30 et 40%, ce qui est dur, mais pour placer les chiffres dans le contexte, il faut savoir que l'accès aux études de droit est en principe libre pour chacun qui a passé le baccalauréat. Il y a puis la possibilité de se présenter une deuxième fois, mais pour ceux qui échouent à la fin, qui échouent définitivement, c'est un investissement de 4 ou 5 années d'études qui s'avère périmé, complètement périmé, sans résultat aucun. Alors la reproche que l'on peut adresser au système allemand à cet égard, c'est surtout qu'il n'y a pas de filtre au début, au cours des études, qui signalerait à ceux qui n'ont pas de chance de réussir, on peut le voir pendant les études, qu'il est inutile de poursuivre. Le législateur a essayé à plusieurs reprises d'établir de tels filtres, mais sans succès sur le terrain. Les taux d'échec dans les examens intermédiaires universitaires qui ont été créés à cet effet étaient et sont toujours négligeables. C'est une grande différence avec l'examen d'État. Là, en effet, on a l'impression que l'université n'a pas le courage de dire aux mauvais étudiants qu'il est inutile de poursuivre, mais qu'on laisse cette tâche à l'examen d'État à la fin. C'est vraiment un manque de courage d'une certaine façon, ce qui correspond d'ailleurs à l'inflation de bonnes notes qu'on trouve pour les examens universitaires dans notre matière en Allemagne, tandis que la sévérité de la notation de l'examen d'État en droit est légendaire. Pour résumer, il s'agit, cette partie-là, il s'agit d'un système très exigeant qui demande aux étudiants beaucoup d'indépendance d'esprit et d'auto-organisation. Mais ceux qui réussissent, en fait, leurs études dans ces conditions-là, ceux qui ont appris à nager d'une certaine façon, ils sont préparés pour faire face à n'importe quelle mission juridique, je pense. Bon, pour se tourner au deuxième examen d'État, là, le bilan est moins lourd, puisque l'essentiel se joue pour le premier examen. Il y a un taux d'échec entre 8 et 10%. Encore une fois, c'est le même système. L'examen comprend surtout des épreuves écrites et une épreuve orale. Mais cette fois, c'est une autre différence. Les professeurs sont complètement hors de jeu. C'est un purement pratique, un examen, des jurys d'examen qui sont composés complètement de praticiens, magistrature et les avocats. Et c'est ce deuxième examen seulement qui ouvre à ceux qui l'ont passé avec succès, qui portent maintenant alors le titre de Rechtsassessor, assesseur de droit, l'accès à toutes les professions juridiques en Allemagne. Ça, c'est le fameux système du juriste à formation unique. C'est la même formation pour les magistrats, les avocats, les fonctionnaires. C'est une structure particulière qui permet aux étudiants de droit en Allemagne de repousser leur choix professionnel jusqu'à la fin du deuxième examen. Mais il faut ajouter, ou même de changer de cap après, d'entrer plus tard dans la magistrature, mais il faut ajouter qu'un choix totalement libre
existe seulement pour la profession d'avocat. Pour pouvoir entrer dans la fonction publique ou dans la magistrature, il ne faut certes pas une formation supplémentaire ou un examen supplémentaire, mais il faut avoir obtenu un résultat satisfaisant au deuxième examen. C'est la soi-disant Staatsnote, la note d'État, la note qui ouvre l'accès à la fonction publique. C'est une note qui est calquée chaque année en fonction des postes disponibles et des candidatures. À cet égard, le système ressemble un peu au concours français. Les résultats du premier examen d'État n'est pas pris en compte à ce moment. Alors, c'est uniquement les résultats du deuxième. Mais ce premier examen a déjà exercé une influence indirecte. Il y a une assez forte corrélation entre les résultats du premier et du deuxième examen. Bon, alors, la pierre d'achoppement dans le système allemand, c'est le premier examen d'État. Pendant les études, je l'ai évoqué, il y a bien sûr des examens de fin de cours, des épreuves qu'il faut avoir passées pour se présenter à l'examen. Mais les résultats de ces épreuves ne sont pas pris en compte pour les résultats de l'examen final. Finalement, les étudiants sont en principe libres dans le choix du moment de leur présentation à l'examen. Ils peuvent se présenter au plus tôt après 3 ans d'études, au plus tard après 6 ans. Alors il y a un couloir, mais à ce moment, après 6 ans d'études, la présentation d'office prend place. Alors ou bien on se présente, ou bien on est censé échouer. Alors les étudiants allemands s'y préparent pour le premier examen pendant 1 an, normalement, de façon intensive, en répétant les différentes matières. J'ai évoqué, il n'y a pas de droit d'oublier, et en écrivant des examens blancs. C'est la partie la plus importante. Et en plus, la plupart des étudiants participent à des cours de préparation payants qui sont proposés par des lecteurs privés, des Repetitoren, qui existent en concurrence avec les cours universitaires. C'est une conséquence du fait que le contenu des examens n'est pas dirigé par les universités, mais par l'État. Alors, il y a la concurrence privée de préparation, en effet. Ainsi, l'examen d'État ne constitue pas seulement un obstacle pour les étudiants étrangers qui veulent entrer en Allemagne, mais également pour les étudiants allemands qui aimeraient passer, par exemple, une année d'études à l'étranger, parce qu'une telle interruption est pratiquement impossible pendant la période de préparation de l'examen. Alors ceux qui ne sont pas dissuadés par l'interruption, par l'idée d'une interruption, ils partent en 2e année ou au plus tard en 3e année pour commencer la préparation de l'examen après leur retour. Alors qu'est-ce qu'il y a comme alternative possible? Comment pourrait-on s'adapter à une internationalisation, une dénationalisation? Bien sûr, les contraintes du système allemand, du système de l'examen d'État, sont également ressenties par les étudiants allemands. Il y a toujours eu des idées et des projets pour alléger les charges qui pèsent sur eux. Le projet le plus connu à l'heure actuelle est un projet pilote à l'université de Mannheim qui a été établi en 2008. Ce modèle qui conserve l'examen d'État mais permet de scinder les matières en 2, en passant les épreuves du droit civil en premier, après 3 ans, et puis plus tard, le droit pénal et le droit public. Alors ça réduit les matières qu'il faut avoir en tête en même temps. Mais c'est un projet qui est très controversé en Allemagne, surtout sous l'aspect de l'égalité de chance, puisque l'examen d'État qu'il passe à Mannheim, elle a la même valeur que l'examen passé ailleurs, bien que les conditions sont différentes, et plus légères, on pourrait dire. Bon, alors ça, c'est une possibilité qu'on essaie maintenant. Il y a une autre grande alternative, c'est le petit 2, là dans la 3e point. On pourrait complètement quitter le cadre de l'examen d'État et remplacer le système par un modèle bolognarisé, un modèle modularisé. C'est une option qui est décrite par un article très intéressant qui a été publié dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung
c'est l'équivalent du monde à peu près, pas directement, pas complètement, mais du point de vue de la répartition. En mars 2015, c'est un article qui reflète assez bien la sinistre réputation de l'examen d'État, aussi en Allemagne, parce qu'il est paru sous le titre « Devenir juriste sans peine », alors sans cruauté. Il décrit l'alternative des études de master en droit qui ont été installées en Allemagne pendant la dernière décennie et qui permettent d'éviter l'obstacle redouté du premier examen. Ce sont des études qui fonctionnent selon le modèle de Bologne, le premier examen d'État étant remplacé par un master. Mais elles ne couvrent normalement pas l'ensemble des matières de l'examen d'État, mais se focalisent sur certaines matières, le droit économique, le droit fiscal, ce qui veut dire que le droit public ou le droit pénal sont normalement très peu présents dans ces matières-là, ce qui permet déjà une réduction des matières, mais bon, du point de vue du droit public, c'est pas très intéressant. En plus, ces études n'ont pas lieu normalement dans les facultés de droit des universités, mais dans les facultés de gestion et de droit des universités de sciences appliquées, c'est les Fachhochschulen en allemand, qui n'ont pas d'équivalent fait en France, je pense. Mais la différence la plus importante, c'est que ces études et leurs résultats ne permettent pas d'entrer dans une fonction de responsabilité dans l'administration publique ou d'exercer une profession juridique indépendante en Allemagne. Elles permettent seulement de travailler comme auxiliaire dans un cabinet d'avocats ou dans une entreprise. Ne permet pas non plus d'entrer dans la phase de formation qui mène au deuxième examen d'État. Néanmoins, c'est une formation qui est de plus en plus recherchée par les employeurs en Allemagne, mais ça s'explique probablement surtout par le fait que la rémunération est beaucoup plus basse que pour les juristes à formation unique. Bon, alors, une réforme générale dans ce sens, c'est-à-dire une substitution du grand bloc de l'examen d'État par un système modularisé, et serait bien sûr plus pratique pour les étudiants en général. Ça leur permettrait d'interrompre leurs études ou de poursuivre un modèle d'études à temps partiel, ce qui est pratiquement impossible actuellement en Allemagne pour le droit. Il permettrait d'ouvrir une fenêtre pour les étudiants étrangers. Mais l'utilité de cette fenêtre reste limitée. Les étudiants étrangers auraient certes l'occasion d'entrer par équivalence, par exemple en 4e année, de passer l'examen de fin d'année, comme le font actuellement, par exemple, les étudiants allemands en France pour la licence ou le Master 1. Mais le succès dans cet examen, et bien sûr, c'est une belle réussite, mais son importance est, à mon avis au moins, quand même plutôt symbolique. Pendant cette année d'études, ils n'auront pas acquis des connaissances et aptitudes pour pratiquer le droit dans l'ordre juridique français de façon indépendante. C'est normal, je pense. Je pense à cet égard, il est inévitable d'accepter le fait qu'un travail responsable et indépendant dans un système juridique donné requiert une formation juridique complète dans ce système, à la différence d'autres matières comme la médecine ou les sciences techniques ou les sciences sociales même. Il n'y a pas de raccourci possible à cet égard. Ainsi, l'ambition des programmes de formation juridique binationale ou multinationale doit être de familiariser les étudiants avec un ordre juridique étranger, mais il serait, à mon avis, exagéré de penser qu'ils pourraient acquérir en 1 ou 2 années les connaissances et les aptitudes pour travailler dans ce système de façon indépendante. Bon, pour répondre à la situation particulière des étudiants étrangers, il reste bien sûr la possibilité, et ça c'est la piste qu'on pourra explorer, de créer des cours, par exemple des cours de master pour des étudiants étrangers. C'est la solution que la plupart des facultés de droit en Allemagne ont choisi. C'est un diplôme universitaire qui existe à côté du système de l'examen d'État. C'est un diplôme qui peut ouvrir, par exemple, l'accès au doctorat en droit, parce que le doctorat en droit, c'est dans le domaine des universités. C'est la recherche, ça n'a rien à voir avec l'examen d'État. Alors là, les universités sont libres à créer des pistes.
Mais il ne permet, ça c'est l'inconvénient, il ne permet pas d'exercer une profession juridique responsable. C'est également selon ce modèle que fonctionnent les programmes de double diplôme qui existent entre les universités allemandes et françaises, qui ont été installés avec le soutien de l'université franco-allemande, l'UFA. Là aussi, il y a des doubles diplômes, mais l'examen d'État n'est pas intégré dans ce système-là. Bon, pour conclure, je pense que le système des examens d'État en droit, il est dur pour les étudiants allemands, et encore plus dur pour les étudiants étrangers, et alors il est vrai qu'il constitue bel et bien une entrave aux échanges internationaux, parce que les étudiants allemands qui passent un an d'études à l'étranger doivent interrompre leur préparation pour l'examen, et parce que les étudiants étrangers qui passent une partie de leurs études en Allemagne ont très peu de chances d'y réussir, même si leur candidature serait acceptée par équivalence, ce qui n'est pas exclu, mais bon, le succès final est plutôt improbable. Bon, alors l'examen d'État allemand, c'est bel et bien un obstacle à la dénationalisation de l'enseignement du droit, mais quand même, c'est une structure qui a prouvé ses vertus, à mon avis aussi, et qui permet à ceux qui ont réussi d'exercer avec succès chaque profession juridique. Et c'est pourquoi également, c'est pas seulement mon avis, mais celle de la grande majorité des professeurs de droit en Allemagne qui restent attachés au système traditionnel des études de droit en Allemagne. Alors, pour améliorer l'intégration des études de droit en Allemagne dans un parcours binational ou international d'études, il faudra trouver des solutions à côté du système des examens d'État. Alors ça reste un système focalisé sur l'emploi, sur le marché de l'emploi intérieur dans le marché de travail allemand, c'est le fait. On peut le regretter ou le saluer. Moi, plutôt du côté regret, mais je ne vois pas une grande alternative. De toute façon, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Jörg. Pour le coup, ça me paraît être un système très verrouillé, et qui là, justement, est un vecteur du nationalisme juridique, entre guillemets, très, très fort, sans doute. Enfin, on verra dans le débat plus fort que notre agrégation. Mais c'est vrai que moi, j'ai le souvenir, quand j'étais étudiant, d'avoir croisé les premiers Erasmus allemands et qui étaient stressés au possible par l'issue de l'examen d'État, qui nous regardait, nous, étudiants en droit français, avec envie. Et passer moins de temps que nous à jouer aux cartes, c'est sûr. Tout le monde en a peur, bien sûr. Oui, mais moi, j'ai toujours pensé qu'on devait aller à l'université pour s'épanouir, mais au final. Bon, je vous propose d'ouvrir un débat. On a une bonne demi-heure, Marie-Claire, hein, c'est bon. Et plutôt, si vous voulez bien, des questions de la salle. Et on a 1000 questions entre nous, mais on laisse. Non, Pascal, c'est juste une chose, comme on a effectivement traité de manière extrêmement différente, moi je voudrais quand même juste compléter, enfin j'aurais à réagir sur un certain nombre de choses, mais je pense qu'il y a une question sur la diffusion de l'intérêt qu'il y a à se tourner vers les systèmes étrangers, etc. Il y a ce problème il y a un frein, mais qui est... Enfin, bon, c'est l'agrégation, mais ça pourrait être autre chose. C'est qu'il y a, à mon avis, un mouvement qui se fera extrêmement lentement. Et alors, évidemment, dans notre histoire de l'agrég de droit public, on voit qu'il y a eu des périodes où le droit comparé était valorisé ou ne l'était pas. Mais effectivement, l'agrégation, c'est, comme disait Charles Eisenman, c'est une cooptation corrigée par le hasard. Donc, à partir du moment où il y a une cooptation, des gens qui ne sont pas ouverts au système étranger ne vont pas nécessairement, là je parlais de l'épreuve sur travaux, sur les travaux qui sont réalisés, on peut plus ou moins valoriser
en disant moi j'ai souvent entendu que quand je me suis mis à apprendre l'allemand, c'était elle va faire du tourisme. J'aurais choisi un truc plus exotique que l'Allemagne, mais bon, j'adore l'Allemagne, mais il y a quand même cette idée que voilà, il y a quelque chose d'exotique où c'est des gens qui font du tourisme. Les choses changent. Quand je disais que dans les derniers concours d'agrégation, il y avait quand même beaucoup de jeunes agrégés qui ont fait du droit, en tout cas qui ont au moins travaillé sur un système étranger, si ce n'est du comparatisme. Là, je pense qu'il y a un mouvement et je pense qu'il sera très lent. Et on en discutait hier entre nous. Je crois que ça tient beaucoup à des personnes, à des initiatives qui sont faites dans les universités. Je crois qu'il faut pas lâcher ça. Et le mouvement se fera, mais je pense qu'il est très lent. Ce qui explique qu'on doit vraiment s'accrocher et effectivement créer des diplômes et favoriser les échanges. Mais pour le coup, le conservatisme dont vous parlez, il se rompra simplement par le mouvement. Enfin, je crois qu'il faut essayer d'être optimiste en tout cas. Des questions de Luc? Bonjour, merci pour ces interventions extrêmement stimulantes. J'aurais 1000 questions à poser. Je vais prendre quelques-unes juste. On aura l'occasion de discuter de tout temps encore. Peut-être pour Jörg Gündel. J'ai 3 questions. Est-ce qu'en Allemagne, il y a un véritable débat sur l'internationalisation ou la dénationalisation de l'enseignement du droit? Moi, ce que j'ai vu, il y a un article de Voskuhle, il y a Martinek qui écrit, il y a Ranieri à Saarbrücken, mais j'avais l'impression qu'au-delà, à part l'aspect sur Pologne, oui, là, il y a discussion, il y a plein de choses, oui. À part cela, il n'y a pas de débat sur la dénationalisation de l'enseignement du droit. Est-ce que cette observation de l'extérieur est exacte ou elle est fausse? Deuxième question, il y a la question du recrutement d'étrangers comme professeurs. Et évidemment, ici, il faudrait spécifier. Évidemment, si c'est un professeur de droit international, à la limite, parler de dénationalisation n'a pas de sens parce qu'on recrute un professeur de droit international. Plus de théorie du droit, il y a je voulais savoir où est la pratique. Combien de professeurs étrangers il y a? Je connais le cas du professeur Berg à Jena, qui a fait son parcours. Mais il me semble que l'exigence du Staatsexamen n'est pas sur les textes juridiques allemands, une exigence pour tout professeur. Oui, c'est vrai. C'est bien. Donc, est-ce que dans la pratique, on recrute maintenant de plus en plus? On m'a dit par exemple qu'il y aurait vraiment un poste à Münster qui serait ouvert récemment, où on cherchait vraiment un professeur anglophone. Et puis, troisième question, vous avez conclu, c'est très intéressant votre conclusion, parce que c'est un peu une conclusion, on va dire, un peu pessimiste, de dire s'il y a de la dénationalisation, il faudra le faire hors du système. Alors ça, c'est un vieux modèle, ça c'est vraiment le modèle 19e. C'est le droit comparé n'a pas sa place dans le parcours ordinaire, et bien on va le mettre ailleurs. En France, on a eu le Collège de France, on a eu Sciences Po, etc. Ça, c'est les instituts de droit comparé, c'est très efficace de soi. Et du coup, je pose vraiment la question, est-ce qu'il y a des initiatives dans ce sens qui disent, voilà, on met en place quelque chose en dehors du Staatsexamen qui s'ajouterait au Staatsexamen. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une ou deux questions? Jörg, tu veux répondre? Allez. Alors, d'abord, les 3 questions. D'abord, la première, c'est le grand débat sur la dénationalisation. Actuellement, ça n'a pas lieu en Allemagne. On peut dire... On a d'une certaine façon, le législateur a créé un filtre pour ça. Avec cette dernière réforme que j'ai mentionnée, on a mis 30% des matières, 30% du résultat dans les mains des universités. Les universités sont libres à définir les contenus. Alors, ils sont libres, là, dans cette partie-là, de sortir du système et de prévoir des éléments internationaux. Par exemple, de prévoir également des règles de reconnaissance mutuelle des résultats des universités étrangères. Mais ça, c'est la partie universitaire. Mais il y a eu tout de suite le réflexe des employeurs
qui ne regarde que le 70% du résultat. Oui, parce que c'est affiché, je l'avais mentionné, c'est un certificat composite qui indique le résultat de l'examen, de la partie examen d'état, des épreuves écrites, et puis les 30% des épreuves universitaires, examen final universitaire. Et bon, on a eu le même effet que partout. L'examen universitaire, là, la notation est beaucoup moins sévère. Alors les employeurs s'orientent vers la partie étatique. Alors on a là, ça peut être un réflexe conservateur. On peut la créer des structures parallèles. Mais bon, le réflexe, c'est de regarder le résultat de l'examen d'État. Mais je pense que c'est également une des causes pourquoi le débat est clos à cet égard. D'une certaine façon, on a décentralisé le débat en disant aux universités, vous pouvez faire pour ces 30% ce que vous voulez, mais le reste, ça reste l'examen d'État. On a eu la discussion pendant les grandes réformes universitaires suite qui ont suivi le modèle de Bologne. Là, c'était controversé aussi politiquement. Est-ce qu'on maintient le système de l'examen d'État? Et là, le système traditionnel s'est imposé. Enfin, on a fait on ouvre cette porte, on a ouvert cette porte là des matières à option universitaire. Il y a des universités qui les utilisent. Bon, ça c'est déjà un peu la deuxième question qui se répond de cette façon. C'est vrai, pour le recrutement des professeurs, l'examen d'État n'est pas requis. Il y a la possibilité de recrutement par équivalence, pas seulement pour les examens d'État, mais également pour l'équivalent du concours d'agrégation français, l'habilitation. Là aussi, il peut y avoir une reconnaissance par équivalence. Alors, il y a la possibilité d'intégrer des professeurs étrangers qui ont une formation juridique étrangère. C'est complètement possible, mais il y a une certaine hésitation des facultés, surtout des facultés qui n'ont pas beaucoup de postes. Et Münster, ça, c'est une exception parce que c'est une des plus grandes facultés de droit en Allemagne. Là, ils disent, bon, on peut recruter en plus des professeurs, des collègues qui ne participent pas à la formation pour l'examen d'État. Puisque là, c'est un réflexe compréhensible, je pense. L'essentiel pour nous, c'est de délivrer une bonne formation des étudiants pour qu'ils réussissent l'examen d'État. Et le réflexe, c'est de dire, bon, ceux qui n'ont pas eux-mêmes passé cette barrière, pour eux, il est plus difficile de démontrer aux étudiants comment faire. Parce que pour eux, c'est une vue de l'extérieur. C'est ça, probablement, c'est le grand obstacle pour le recrutement de professeurs étrangers. C'est quand les professeurs qui sont en place, parce que c'est en Allemagne, vous le savez peut-être, c'est pas un recrutement centralisé, mais décentralisé par les facultés, par les branches, par les collègues futurs qui recrutent de nouveaux collègues. Et eux, ils aimeraient bien qu'ils participent aux missions également de formation pour l'examen d'État. Alors là, par exemple, des formations en droit interne sont absolument requises. Il n'y a pas, par exemple, de poste de professeur de droit international tout court en Allemagne. Il y a toujours droit civil et droit international privé ou droit public. C'est pour moi, par exemple, c'est droit public, droit communautaire, droit de l'Union européenne et droit international public. Mais il y a un seul poste de droit public, droit international public tout court en Allemagne. C'est traditionnel, c'est le poste à Munich et c'est tout. Mais normalement, les collègues, ils doivent participer à la formation également pour le droit interne, alors le droit public interne pour la formation à l'examen d'État. Mais ça, c'est le réflexe pratique, le réflexe des collègues. Les grandes facultés qui peuvent se permettre là, de créer des postes à côté, ils en profitent. C'est le cas de Münster. Il y en a, je crois, c'est pas un poste de professeur à part entière. Alors là, on voit déjà les limites. Mais en principe, c'est possible.
Alors là, le système n'est pas complètement étanche. Alors, troisième, je viens à la fin. Hors du système, là, c'était peut-être un petit malentendu. Je ne voulais pas dire hors du système universitaire, mais dans le système universitaire, mais hors du système de l'examen d'État, qui, pour les universitaires, est un cadre venu de l'extérieur, d'une certaine façon. C'est un cadre législatif déterminé par l'État. Bon, il faut remplir telle ou telle fonction pour avoir accès à la fin au poste de magistrat, au poste de responsabilité dans l'administration publique et pour pouvoir devenir avocat. Et ce sont ces fonctions-là que les étudiants, pour la plupart, veulent à la fin obtenir. On peut, bien sûr, on peut créer des études à côté de cela, également des études juridiques, des études d'administration publique, par exemple, qui, eux, ne sont pas soumis au système de l'examen d'État, mais alors les débouchés sur le marché du travail sera différent. C'est le marché du... Et là, c'est un peu une différence avec des contributions sur l'agrégation. L'agrégation, ça ne concerne que les universitaires, que ceux qui se dirigent vers l'université. L'examen d'État, c'est surtout sur le marché du travail pour les praticiens. Et on peut devenir même, il y a des Allemands, des professeurs allemands qui ont passé le premier examen d'État, oui, mais le deuxième examen d'État n'est pas requis pour devenir professeur. Alors, il y a des personnes audacieuses qui ont renoncé au deuxième examen d'État. Je renonce aux alternatives, je n'ai pas, si ça ne marche pas, je suis sûr que ça va marcher, je vais devenir universitaire, alors je renonce à l'alternative de devenir avocat si ça ne marche pas. Alors je laisse tomber le deuxième examen. Ce sont surtout des collègues du droit international public, il y en a quelques-uns, mais c'est rare. Parce que normalement, il y a pour les Allemands et également les universitaires allemands, ce filet qu'on peut travailler en pratique si l'université ne marche pas, c'est très important. C'est la grande différence avec les sciences sociales chez nous et les sciences juridiques. Là, on a toujours un débouché pour ceux qui ne réussissent pas. Bon, merci. C'était très long, je m'excuse. Non, mais, merci pour la qualité de tes réponses et évidemment donc, pour la qualité des questions. Stéphane Schott, vous aviez une question? Merci. J'aurais également deux questions très brèves au professeur Goudel. La première concerne la période qui se situe entre le premier Staatsexamen et le deuxième, donc le référendariat. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser, je crois que vous n'en avez pas parlé. Non, pas dit. Ça serait intéressant. Ouais. Donc, c'est une période qui est essentiellement consacrée à des stages professionnels. Et par rapport à ça, est-ce qu'il est possible pour les référendaires de faire un stage dans une organisation internationale, dans un État étranger? Et deuxième question, très rapide. Je partage le même sentiment que le professeur Eschling sur votre conclusion que j'ai trouvée un peu pessimiste. Alors je vois quand même une lueur d'espoir à la fin de votre première partie lorsque vous dites que les étudiants allemands ont quand même plaisir à partir en deuxième ou en troisième année. Alors est-ce qu'on peut exploiter cette piste pour éventuellement envisager des doubles diplômes en licence? Alors, d'abord pour les stages, j'en ai pas beaucoup parlé, déjà à cause des limites du temps, et surtout parce que c'est pas une affaire universitaire. Là, nous, les universitaires, on est complètement dehors. C'est un peu comme l'école nationale. Non. Je n'ai même pas ça parce que je sais qu'à l'École nationale de la magistrature, il y a beaucoup de cours de collègues de la faculté, je pense. Non. Justement, si je peux me permettre, ça rebondira sur une question tout à l'heure. On a un système de formation des juristes de haut niveau qui est très différent. Je parle devant Laurent Pêche, qui a un petit lien avec la magistrature. On a un système de formation des juristes de haut niveau en France qui est très difficile, mais très clairement, l'ENM, qui est juste ici, à quelques dizaines de mètres de nous, fait très peu appel, à part quelques exceptions, quelques cas particuliers, aux professeurs, aux maîtres de conférences
de l'université, de celle-ci ou d'ailleurs. Ils ont un corps particulier auquel ils tiennent beaucoup, c'est le corps des maîtres de conférences de l'École nationale de la magistrature. Et donc, l'enseignement en droit passe principalement par ce vecteur, pour les magistrats. S'agissant de la haute fonction publique, l'enseignement du droit passe un peu par des collègues à l'IEP, mais très peu. Pour l'essentiel, il passe par des membres du Conseil d'État ou ayant d'autres formations, que ce soit l'Institut d'études politiques ou à l'École nationale d'administration. Et c'est vrai que, à mon avis, et c'est juste pour faire une petite réponse à Jean-Pierre Marguenot, les vrais bastions du corporatisme, du nationalisme juridique, ils sont là. Voilà, pour moi, c'est clair. Ils ne sont pas, ou beaucoup moins, dans nos facultés de droit, qui, en raison d'initiatives anciennes, comme l'a rappelé Marie-Claire parfois, sont ouvertes. Elles ne sont peut-être pas suffisamment ouvertes. On a peut-être encore des héritiers de François Terré, de Jean Foyer. D'accord, pourquoi pas. Mais je pense que les facultés de droit, pour beaucoup de raisons, sont beaucoup plus ouvertes que ces bastions du corporatisme et du nationalisme juridique. Pardon. Alors, pour reprendre, il y a... alors là, pendant cette deuxième période de formation pour les juristes allemands, là, les professeurs sont complètement exclus, sans exception, je pense. C'est dans les mains du service de l'administration, de la justice. Ce sont des stages dans la magistrature, dans l'administration publique, chez les avocats, avec cet examen final unique pour tout le monde à la fin. On peut, c'est également, ça varie un peu selon les Länder, on peut là intégrer des stages à l'étranger. Moi-même, je l'ai fait par exemple, mais c'était après les épreuves écrites. Là, on est plus libre en attendant les résultats, en attendant l'examen oral. Là, on est libre de quitter. Il y a c'est la solution de la Bavière qui est plus sévère que les autres. Les autres, là, on peut également quitter pour l'étranger en période de stage pour les avocats. C'est directement avant les épreuves écrites. En Bavière, c'est pas admis, mais bon, on peut quitter le pays, on peut faire des stages ailleurs pendant cette dernière période. Bon, ça, c'est la première chose. Puis, la deuxième, oui, le système... c'est du système de l'examen d'État, c'est un obstacle, mais ce n'est pas insurmontable. Il y a toujours eu des étudiants allemands qui sont passés à l'étranger. Moi-même, je l'ai fait. Mais bon, il faut avoir le courage d'interrompre et de revenir et de reprendre tout dès le début d'une certaine façon. Bon, ça va plus vite, on ne va pas recommencer à la première année lors du retour. Mais quand même, c'est un obstacle psychologique qu'il faut surmonter. Pour ceux qui le surmontent, c'est toujours une très bonne chose. Moi, j'encourage toujours les étudiants de Bayreuth, par exemple, d'aller à Bordeaux. Et bon, pour eux, ils peuvent, à la fin, si tout va bien, ils ont le certificat de licence ou du Master 1. Et c'est vraiment une belle réussite, normalement. Mais, bon, et là... c'est un peu un problème que le système allemand ne peut pas répondre par le même geste d'une certaine façon. Mais on peut créer ça au niveau universitaire, là, des certificats. Mais encore une fois, ça ne peut pas s'intégrer dans l'examen d'État. Ça sera à part. Ça peut s'intégrer même. On peut faire on peut créer des solutions qui intègrent là, par exemple des résultats étrangers. Dans cette partie des 30% universitaires de l'examen d'État, là, on peut faire des choses de reconnaissance mutuelle, mais ça ne remplace pas les 70% qui restent, là. C'est ça le problème. Merci. Merci, Jörg. Je crois qu'il y a il veut faire valoir ses droits de la défense. Et article 6, paragraphe 1 oblige. Oui, je ne suis toujours pas d'accord que ça.
Il me semble que l'actualité récente démontre exactement que l'ouverture est du côté de la Cour de cassation et le conservatisme et le blocage du côté des professeurs de droit privé. Depuis que le premier président Bertrand Louvel est en fonction, il se passe de véritables révolutions au sein de la Cour de cassation, dans la manière de travailler, dans la manière de décider, dans la manière de motiver, dans la manière d'intégrer les faits dans le raisonnement. Et il suffit de consulter les pages du recueil d'Alloz au cours des 6 derniers mois. On voit d'un côté les interviews du premier président Louvel, qui marque un esprit d'ouverture vers les mécanismes portés de la Cour européenne des droits de l'homme, et les réponses apportées par un certain nombre de collègues. La semaine dernière, c'était Pierre-Yves Gauthier, et ils se succèdent tous les uns après les autres pour s'arc-bouter sur la défense du syllogisme, sur la tradition. Et donc, il va falloir qu'on en discute, parce que là, il se passe des choses, et je crois que j'exagère un petit peu, mais je ne suis pas sûr d'être complètement à côté de ce qui se joue actuellement. Je sais pas, c'est peut-être une différence de perception. Et puis... Je crois qu'il y a des différences culturelles. Vous avez montré tous les trois. C'était fort intéressant ce point de vue-là, parce qu'effectivement, vous n'avez pas pris le sujet de la même manière. Et donc, votre perspective permet de montrer ces différences culturelles. Alors, je vais rebondir, je pensais rebondir sur les propos de Jörg Linde, mais je vais rebondir sur ceux juste prononcés par Jean-Pierre Martineau, qui qualifie aussi premier président de la Cour de cassation. Et on revient à ce que nous disions effectivement hier, c'est qu'il y a des personnes. Il y a des personnes, en effet, pour des histoires, alors qui sont... Il y a des parcours, peut-être à des stratégies personnelles et institutionnelles. Quoi qu'il en soit, c'est lié effectivement, si on regarde à la fois dans le milieu universitaire et dans les milieux juridictionnels, c'est lié à des personnes. La difficulté, elle est là, c'est-à-dire que quand vous avez un système qu'on veut effectivement essayer de le transformer, les personnes vont jouer un rôle, mais ce n'est pas seulement les personnes qui peuvent jouer un rôle, ce sont aussi les institutions, me semble-t-il. Donc il faut essayer d'aller au-delà. Or, si on veut aller au-delà, il faut réfléchir effectivement sur les éléments qui structurent le système, et c'est pour ça que j'avais effectivement formulé les questions qui vous ont été à tous les trois posées à l'égard effectivement d'un examen ou d'un concours qui est significatif dans la formation de ceux qui ensuite vont former les étudiants. Alors j'aimerais justement essayer de faire le lien, puisque Jörg a surtout insisté, je dirais, sur la formation des étudiants allemands de manière générale, et pas en particulier de ceux qui vont devenir éventuellement ensuite universitaires. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le système universitaire allemand, il me semblait, en lisant certains collègues allemands, et je vais le citer parce que je pense que de toute façon il est suffisamment connu et il sera reconnu, je pensais à Armin von Wangen, qui est donc le directeur du Institut de Heidelberg, qui laisse entendre qu'aujourd'hui, dans le milieu académique universitaire allemand, pour faire une carrière, il est bon d'avoir séjourné longuement à l'étranger et en particulier aux États-Unis. Je voudrais savoir quelle est la réalité de cette ouverture, alors que ce soit les États-Unis, on va sans doute discuter, on va avoir l'occasion cet après-midi de voir effectivement cette emprise du monde anglo-américain, mais pour l'instant simplement cette ouverture sur un autre système. Ouais. Est-ce qu'il y a une vraie réalité dans le milieu académique allemand? Et pour rebondir sur ce qu'a dit précédemment Pascal, sur les possibilités d'ouvrir notre système, alors je ne sais pas s'il faut effectivement mettre une condition, comme tu le laissais entendre, pour la titularisation, c'est-à-dire une mobilité obligatoire. Je pense qu'il faudrait déjà que les étudiants qui s'engagent dans un doctorat aient une mobilité obligatoire. Parce que là, je pense que véritablement, on pourrait faire quelque chose. Parce que je crois qu'un bon nombre d'entre eux, aujourd'hui, et heureusement, ont compris l'importance précisément d'aller à l'étranger. Je crois qu'ils trouveraient ça tout à fait normal. Et il faudrait justement y réfléchir pour que ce soit institutionnalisé, parce que pour l'instant, ça ne repose que sur le volontariat, ou en fonction des sujets de thèse.
Et je crois qu'il faut justement essayer d'ouvrir, c'est pas simplement ceux qui travaillent précisément sur un sujet de droit étranger qui doivent partir. Moi je pense que c'est tout le monde. C'est pas simplement ceux qui travaillent sur du droit étranger ou sur un sujet de droit européen. Parce que grosso modo, de toute façon, je pense que les problématiques sont les mêmes. Je pense que ceux qui ont permis aujourd'hui au système de bouger, je le répète d'autant plus volontiers que je suis avant tout comparatiste, c'est pas les comparatistes, il faut le reconnaître. Puisque je vous ai rappelé ce matin cette intervention d'André Teuk, et fondamentalement, quand j'ai lu son papier, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a changé depuis 1957 ? Grosso modo, les comparatistes n'ont pas réussi, sans doute, parce que nous ne sommes pas structurés dans une discipline. Et là, on revient au concours d'agrégation, et qu'effectivement, ceux qui réussissent, il y en a qui réussissent ce concours, et qui sont de vrais, ou en tout cas vont avoir un parcours de vrai comparatisme, mais ils sont trop peu nombreux. Donc, ce n'est pas les comparatistes. Je pense que, effectivement, les européanistes, en tout cas en droit public, ont vraiment joué un rôle important pour ouvrir le système, incontestablement. Mais je pense qu'il y a vraiment un problème d'institutionnalisation. Et c'est pour ça que j'avais formulé cette question. Il ne s'agit pas de savoir si on remet en cause ou pas le concours d'agrégation, ce n'est pas très intéressant, ça, je crois. Il joue son rôle dans notre système, et bon, voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir en amont. Est-ce que nos étudiants qui ont conscience, je crois, aujourd'hui de ce qui se joue, s'ils se lancent dans une thèse, quel que soit leur sujet, il faut qu'on leur donne les moyens de partir. Et ça permet de résoudre, à mon avis, beaucoup de choses. Parce que c'est l'expérience personnelle, en vérité. Parce que sinon, on ne serait pas tous là en train de dire, ce sont des personnes qui ont fait bouger à la marge le système. Bon, alors pour ce qui est de l'internationalisation des professeurs allemands, je pense qu'il faut la distinguer les différentes branches. C'est de plus en plus répandu pour le droit privé. Alors, par exemple, le droit des sociétés, droit international privé, bien sûr. Il y a c'est peut-être pas encore la majorité des collègues, mais une grande partie des collègues disposent maintenant d'un Master of Laws. Mais c'est comme on a évoqué jusqu'alors, c'est pas l'ouverture sur le monde, mais c'est l'ouverture sur le modèle américain, sur le common law qui se joue là. C'est un réflexe de l'évolution du droit privé en Allemagne, surtout du droit privé des affaires, puisque il y a en parallèle pour entrer dans un grand cabinet d'avocats en Allemagne, bon, il fallait toujours le doctorat en droit normalement, et maintenant pour le droit privé, il faut au mieux, c'est un grand avantage de disposer d'un Master of Laws, puisque ça montre qu'on est fluent en anglais. Mais ça ne joue pas, par exemple, pour la formation juridique qu'on reçoit en France. Alors, la maîtrise, ça ne donne pas d'avantage là. Il y en a des collègues qui l'ont passé, mais bon, c'est axé sur le modèle américain, on pourrait dire. Ça, c'est le droit privé. En droit public, c'est beaucoup moins répandu. Là, on peut distinguer les spécialistes du droit public interne. Normalement, ils n'ont pas de formation à l'étranger. Il y a des collègues de droit européen, des spécialistes de droit communautaire. Là, c'est plus fréquent, mais toujours pas la règle. Je connais pas mal de collègues qui pratiquent le droit européen sans vue sur l'extérieur. Pour le droit international, public au sens étroit, moi je pense qu'il serait pervers de ne pas avoir été à l'étranger pour le pratiquer. Là, la plupart, c'est vrai pour la plupart qu'ils ont été ou bien dans le monde anglo-américain ou bien en France. Là, il y a quelques collègues qui ont fait leurs études également en France. Mais pour le droit public, c'est toujours beaucoup moins répandu que pour le droit privé. Et c'est peut-être pourquoi là, les discussions en Allemagne et en France semblent différentes, puisque l'esprit des corps national et nationaliste
en Allemagne, ce sont les spécialistes de droit public. Parce que ce sont majoritairement des spécialistes de droit interne qui n'aiment pas l'intrusion par le droit européen et le droit international. Le droit privé est beaucoup plus ouvert en Allemagne, parce qu'il y a plus de spécialistes de droit international et privé en Allemagne qu'en France. Ça peut être ça l'explication, puisqu'un spécialiste de droit international et privé qui est hostile aux influences extérieures, c'est également un peu pervers comme idée. Bon, c'était ça. Merci. Non, juste un mot, il y a quand même un changement qui me paraît quand même notable en France, en tout cas entre ma génération et la génération actuelle, qui est Erasmus. On a quand même une masse d'étudiants importante qui va à l'étranger. Il y a une possibilité. Je ne sais pas si au niveau du doctorat, c'est absolument à être rendu obligatoire. Je ne suis pas certaine. Ça, il y a des tas de sujets de thèse. Moi, pendant que je faisais ma thèse, ça ne me servait à rien d'aller ailleurs. Hein. Bon, voilà. Donc, j'avais plutôt besoin d'être aux archives nationales. Voilà, point. Donc, en revanche, je pense qu'Erasmus change quand même vraiment la donne. Parce que les étudiants, il y a quand même beaucoup de bidiplômes. Et en plus, il y a Erasmus. Donc, parmi les étudiants que j'ai en Master 2, ils sont quasiment tous partis pendant leurs études ailleurs. Donc, après, il y a la question des langues, on en parlera cet après-midi, mais je pense que la mobilité géographique, elle existe au cours des études déjà. Luc, Schling. Du coup, je vais poser quelques questions aussi à Pascal et au professeur Martineau pour la partie française. Moi, je serais assez d'accord avec la conclusion de Pascal de dire que l'agrégation n'est pas le tout, que tout ne dépend pas de l'agrégation. Je pense qu'il y a aussi une façon comment on gère l'agrégation. Il y a d'ailleurs un élément que je trouve très intéressant, c'est que les matières qui sont indiquées, on ne dit pas le droit administratif français, on dit le droit administratif, on dit le droit consuel. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela qu'on ne peut pas contester un jury, parce que moi j'étais dans une équipe de quelqu'un qui a tiré en droit administratif. Existe-t-il un droit administratif en Angleterre? Si c'était droit administratif que français, on aurait pu dire, écoutez, votre question elle est hors du champ, annulation de l'épreuve. Hein. Donc, du coup, une question, vraiment. Le mot français est dedans. Qui le met dedans? Qui décide que finalement, cette matière, on va l'ouvrir, de facto, au niveau des sujets d'épreuve, et qui, au contraire, décide de dire non, on fait que du français. Mais ça c'est le président du jury, et le jury, enfin là, ceux qui ont participé, qui ont été membres de jury vont le dire, et c'est bien pour ça que je pense, quand on parlait à nouveau des personnes, c'est qu'il est évident que si toi et moi, on siège dans le jury d'agrégation, on se posera cette question, et que certains, pour eux, c'est évident que le droit administratif, c'est le droit administratif français. Voilà. Donc ça tient aux personnes. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que le président tout seul peut décider de l'esprit du jury? Est-ce qu'il y a une décision majoritaire? Là, on peut parler que des expériences personnelles. Alors, bon, je peux parler de mon expérience en tant que membre d'un jury d'agrégation. On a évolué avec un président qui était particulièrement ouvert à l'échange, et donc nous avons discuté tous les sujets, c'est-à-dire que le spécialiste, lorsqu'il proposait un sujet, devait le présenter à l'ensemble du jury, et donc le sujet était mis en quelque sorte à la discussion, en délibéré. à la délibération. Donc il est clair qu'en fonction de nos sensibilités, bon, par exemple le concernant, constitutionnaliste et comparatiste, évidemment j'ai donné des sujets qui avaient une dimension comparative, mais mes collègues étaient parfaitement d'accord. Après, c'était une discussion, donc il pouvait y avoir des éléments ou des sujets sur lesquels ils disaient, mais est-ce que tu es bien sûr qu'ils vont trouver la documentation, par exemple, des choses comme ça. On posait un certain nombre de questions pour savoir sur la faisabilité, on va dire, du sujet qui était proposé, dès lors qu'il y avait une dimension justement étrangère ou comparative qui pouvait paraître peut-être difficile, en tout cas pour quelqu'un qui n'avait pas les éléments de connaissance suffisants. Mais ça dépend vraiment effectivement du président, de la manière dont il va gérer en quelque sorte son équipe. Moi je ne fais ici que retracer ma propre expérience. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec le président Gautron pour Jean-Pierre, mais j'imagine que c'était à peu près la même chose.
Oui, c'était la même chose. Une anecdote pour le concours Gautron. Il n'y a pas que les membres du jury qui peuvent être conservateurs et repliés sur eux-mêmes. Il y a eu un arrêt du Conseil d'État à l'occasion de ce concours, parce qu'un candidat avait trouvé scandaleux qu'un membre du jury lui ait posé une question sur les prolongements européens de son sujet de thèse soutenu il y a une quinzaine d'années. Bon, je n'ai plus la date de l'arrêt, mais c'était assez intéressant quand même comme démarche. Anecdotique, du coup, j'intéresse sur ça. Ce n'est pas moi qui fais ce recours, bien que vous m'ayez posé une question sur justement la jurisprudence de la Cour. Oui, mais vous aviez bien répondu. Et alors, du coup, je rebondis sur cet aspect pratique, parce que moi, ce qui me paraît, c'est que finalement, les règles du système français laissent une grande marge. Mais est-ce qu'on utilise, par exemple... Moi, mais c'est la liberté de la recherche, je crois que c'est lié à ça. Hein, aussi, au niveau CNU, par exemple. Le CNU, les dossiers vraiment de comparatistes sont évalués par des non-comparatistes. Et moi, j'ai eu un cas, là, où j'ai vu les rapports. Comment ? Et là, je trouvais qu'il y avait un vrai scandale. Je trouvais que le rapport fait par un non-comparatiste sur un thèse vraiment droit comparé, si cela avait été une thèse de droit administratif français, et ce serait le droit de spécialiste du droit administratif public qui aurait déchiré la thèse sur des arguments totalement inacceptables, on aurait créé un scandale. Non, là, il y a quand même une chose, pour avoir siégé au CNU, en tout cas à l'époque où j'ai siégé, d'abord il y a 2 rapporteurs, et il y a une vraie discussion, et on intervient. Hein, je peux te dire que quand je siégeais, on était un certain nombre à défendre le droit comparé, on intervenait. Et ce que tu dis est inexact, parce que pour des questions de déport, de représentation successive au CNU, moi, la première année, je n'ai rapporté que sur des thèses de droit fiscal. Voilà, parce qu'il n'y a pas assez de fiscalistes pour, et je ne pense pas qu'il y ait assez de aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'il y ait assez de comparatistes pour. Donc l'évaluation, elle se fait, mais là-dessus, je suis pas. Enfin, après, il peut y avoir eu des erreurs, ça, voilà. Mais il y a quand même 2 rapporteurs, et il y a une véritable discussion, et une discussion qui peut être extrêmement vive. Hein. Donc les arguments, une personne qui rapporterait sur une thèse en déchirant la thèse, parce que c'est du droit étranger, c'est du tourisme, et on s'en fout, etc. Et c'est pas du droit. Hein. J'ai quand même un collègue privatiste qui m'a dit que je faisais pas du vrai droit, non, parce que j'étais publiciste, hein, donc on entend des bêtises, on en entend toujours, c'est pas des réactionnaires et des bêtises, on en entendra toujours. Mais en tout cas, moi, quand j'ai siégé au CNU, il y avait un vrai débat, une chose comme ça ne pouvait pas se passer sans qu'il y ait de réaction. Donc c'est sans doute beaucoup plus complexe. Après, que les recrutements reposent sur des jurys et donc sur des personnes, oui, c'est la chose qui est exacte. Mais ce que je trouve bien dans l'agrégation, que j'ai passé plusieurs fois, c'est que précisément les jurys changent, les personnalités changent, et donc il y a eu aussi une ouverture d'esprit. Là-dessus, je pense que l'agrégation est une excellente chose pour ça. Ça serait illusoire de se dire qu'on va avoir un jury totalement impartial qui ait exactement les compétences exactes de la thèse à évaluer, etc. Enfin, ça, c'est complètement illusoire. Et les évaluateurs sont des êtres humains. Voilà. Et je pense que, et moi je défendrais avec le défaut que ça peut présenter, mais qui pour moi est compensé par le changement de jury d'une agrégation à l'autre, même si effectivement j'aurais préféré avoir l'agrég du premier coup plutôt que de l'avoir au bout de 2 fois. Mais, non, rétrospectivement, je pense que j'aurais eu une autre appréciation de l'agrégation et j'aurais été beaucoup plus arrogante que je ne le suis si j'avais été reçue première au premier concours, ça c'est clair. Plutôt que 24e au 2e. Donc, mais ce qui n'empêche pas, hein, je vous rassure les gens, ça n'empêche pas de faire carrière, la preuve. Hein. Mais donc ça c'est compensé par ce système-là, et je pense qu'il faut le défendre parce que c'est lié à la liberté de la recherche. Voilà. Et je ne suis pas sûre que si on s'interrogeait soi-même, on n'a pas nos propres conservatismes. Je ne suis pas sûre que les comparatistes n'aient pas non plus leur propre... voilà. Je ne crois pas qu'on soit parfait. Et voilà. Donc là, en tout cas, sur le CNU, alors après, on m'a raconté d'autres CNU qui fonctionnaient peut-être autrement, mais moi, en tout cas, ce que j'ai vécu, c'est que ce que tu dis, c'est pas scandaleux parce que le mécanisme est tel que ça permet de permettre de l'objectivité, si tant est que l'objectivité existe. Oui, vas-y. Et
peut-être dernière intervention, parce qu'on va ensuite clôturer la matinée. Vas-y, Jean-Pierre. Oui, c'était pour compléter la question de l'appréciation de travaux par un non-spécialiste de la matière. Moi, je me sens directement impliqué parce que j'étais privatiste dans un jury d'agrégation de droit public et j'avais eu mes 52 rapports à faire comme tous les autres. Et je m'étais rendu compte à cette occasion qu'on n'était pas publiciste ou privatiste, administratif, on est d'abord juriste. Et sans trahir le secret des délibérations, je ne sais pas si tous les jurys fonctionnaient comme ça, mais au début, avant la discussion, l'entrée en piste d'un candidat venant discuter ses travaux, chacun des deux rapporteurs formulait une note. Et c'est à partir de ces deux notes-là que le jury rectifiait, modifiait après la prestation. Donc chaque fois, les deux rapporteurs annonçaient sa note et je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pratiquement pas de différence entre la note qu'annonçait mon collègue publiciste et la note que j'annonçais. Il y a eu quelques fois où il y avait 15 fois d'écart. Ah, mais ça, c'est logique. Et c'est assez logique puisqu'il y a eu aussi d'autres cas où il y avait 15 points d'écart entre deux rapporteurs publicistes. Donc je crois que c'est ça, pour en rassurer. On est d'abord juriste. Des bons travaux, une bonne thèse, même si on n'est pas spécialiste de la matière, étant donné qu'il y a des discussions avec les autres membres du jury, s'il y a des différences de 4 ou 5 points, il peut y avoir le point de vue, une discussion entre les deux rapporteurs, des discussions avec le président et les autres membres du jury, ce qui fait que ça se... Mais bon, moi je me souviens que j'étais rapporteur de Luc Schling, et ça m'avait demandé 5 jours, alors que les autres c'était 1 jour et demi. Parce que c'était dense. Je confirme pour avoir aussi lu sa thèse. Non, mais il y a une chose qui est exacte, c'est qu'il y a des difficultés qui ne sont pas... Enfin, moi, pour en avoir discuté avec certains de mes collègues administrativistes qui ne s'intéressent pas du tout aux systèmes étrangers, parfois, ils ont du mal à évaluer la difficulté que présente le travail de comparaison. C'est pas simplement la langue, là, Luc qui parle toutes les langues, donc c'est pas. Mais il n'y a pas que la question de la langue, c'est aussi il y a des méthodes spécifiques et qui présentent leurs difficultés. Donc quelquefois, effectivement, le côté touriste, c'est un peu agaçant. Bon, écoutez, en tout cas, merci. Je vais clôturer cette session du matin. Merci infiniment aux intervenants qu'on peut encore applaudir une dernière fois pour ce matin. Merci à vous, public.